Dans la lumière du midi, tout s'éclaire et la peinture est en pleine vibration, disait le peintre Pierre Bonnard. Sous le soleil de la Méditerranée, il a, pour reprendre ses mots, tous ses sujets sous la main, tout ce qui l'inspire. Une maison simple, un jardin, un paysage alentour. Et au milieu de ce petit monde, Marthe, sa femme, son modèle, gardienne vigilante de son art et de sa tranquillité, poussée parfois jusqu'à l'isolement. Quand il décide en 1927 de prendre pied ici, au Canet, de faire de la Villa du Bosquet son ancrage, comme Monet à Giverny ou Cézanne à Aix-en-Provence, Pierre Bonnard a 59 ans déjà. Il est reconnu, apprécié comme poète de l'intime, coloriste du quotidien. Il est célébré comme l'un des plus grands peintres français, mais il reste un homme simple. Dans cette maison qu'il a voulu modeste, tout est motif à peinture. Chaque pièce, chaque objet du quotidien, même le plus banal, est saisi par l'œil du peintre et posé sur la toile, sans cesse retravaillé dans l'énergie d'une inspiration inépuisable. En 20 ans, de 1927 à 1947, l'année de sa mort, Bonnard a peint dans cette villa nombre de toiles qui comptent parmi les plus belles, les plus intenses et les plus lumineuses de ses créations. Près de 300 œuvres au total, nées entre ses murs, dont 60 dans la salle à manger, 21 dans le petit salon, 11 dans l'atelier. Marthe, sa femme, figure centrale de son travail artistique, est elle-même saisie par le regard du peintre, toujours à l'affût de ses gestes les plus simples, les plus intimes, qui rythment ses journées. Le thé chaque après-midi dans son petit salon de l'étage, face à la mer. La toilette dans la salle de bain qu'a faite construire Bonnard, avec ses grandes fenêtres traversées de lumière. Marthe se lave plusieurs fois par jour. Elle a l'obsession de la propreté et son corps nu offre à Bonnard cet autre motif central de son œuvre, la toilette, le bain, qu'il n'aura de cesse de renouveler sous tous les angles, toutes les formes, usant de tout l'éventail chromatique de sa palette. Une obsession contre une autre, vers la folie peut-être pour Marthe, vers le génie pour Bonnard. J'ai surtout le souvenir très présent de ma première arrivée dans la salle de bain de Bonnard et j'ai été bouleversé par la simplicité extrême de cette salle de bain que j'avais transformée en salle des mille et une nuits. Tout est exigu, tout est ramassé. C'était impressionnant de voir à quel point cette maison, on a l'impression d'être un palais gigantesque qui est infini avec des emboîtements magiques, presque de salles les unes dans les autres, est en fait une salle très ramassée, avec un atelier sur 2 étages, et très comprimé et tout petit, que Bonnard a transformé par sa propre peinture et son sens de la féerie en un lieu complètement irisé. La salle de bain, je la trouve extraordinaire. On reconnaît le carrelage du sol.
Tout est contenu dans la peinture de Bonnard, mais tout est magnifié dans la peinture de Bonnard aussi. De sa chambre au mur qu'il voulait couleur de ciel, Bonnard observe les moindres vibrations du jardin. Le vent qui agite les branches de laurier, un rayon de lumière, la silhouette sombre de son amandier au loin qui se prépare à la floraison. L'art ne pourra jamais se passer de la nature, disait Bonnard, lui qui chaque matin partait en solitaire parcourir les sentiers escarpés qui grimpaient derrière la maison. Il faisait, comme il dit, provision de vie à travers les champs d'oliviers, croisant bergers et troupeaux. Bonnard portait son regard au plus loin, au-delà des collines et des crêtes hérissées de cyprès, de pins ou de palmiers, ou au plus près, dans la pulpe des plantes, le suc des arbres, y cherchant la magie d'une couleur changeante. Il avait une sorte de fascination pour la nature. Hein. Il a un rapport très religieux à la nature. Hein. S'il n'était pas croyant lui-même, il croyait en la nature. Donc, si vous voulez, il y a un rapport comme ça, tout à fait religieux, sacré avec la nature. Pour moi, dans l'œuvre de Bonnard, il y a cette végétation luxuriante. Il y a un monde d'oiseaux qui est là, qui montre une sorte de renaissance. Enfin, c'est tout ce qui a trait à la représentation de la nature qui est profondément émouvant. On sent vraiment la poésie qui est presque à fleur de son pinceau. C'est une sorte de concentration de tout ce qu'il peut ressentir face à la lumière, face à ce que lui impose en fait la nature. Puisque par exemple, quand il parlait de cet amandier qu'il a peint plusieurs fois, il disait que l'amandier l'obligeait à le peindre chaque année. Donc il y avait ce devoir qu'il avait envers la nature et envers ce qu'il avait autour de lui, à vouloir recomposer une nature qui était exprimée de manière très, très sensible et poétique de sa part. Pierre Bonnard n'est pas un peintre de nature, comme on le dit des impressionnistes, qui posent leur chevalet dans un paysage et tentent de saisir un moment, d'en marquer l'éphémère sur la toile. Bonnard, lui, est ce que l'on appelle un peintre de mémoire. Sur un morceau de papier, d'un bout de crayon rongé, il tire des lignes arrondies, des traits nets, des formes tourmentées, végétales, humaines, animales. Il trace un croquis vif de ce qu'il voit et qui le saisit. Il consigne scrupuleusement dans son agenda le temps qu'il fait, le temps du ciel. Et il annote le moindre détail de lumière, de couleur, pour que le souvenir d'une vision éphémère soit complet et précis. Par temps beau mais frais, il y a du vermillon dans les ombres orangées, écrivait-il. Ajoutant quelques pages plus loin, représenter la nature quand c'est beau, tout a son moment de beauté. La beauté, c'est la satisfaction de la vision. Et la vision est satisfaite par la simplicité et l'ordre. Une fois recueilli sa provision de vie, encore ébloui par les couleurs de la nature, par un moment d'abandon de Marthe, Bonnard rejoint son atelier où toutes ses œuvres en cours l'attendent. Il y ouvre ses carnets de croquis, ses agendas. Il laisse sa mémoire agir, son souvenir guider l'esquisse. Pas de chevalet, mais de grandes toiles punaisées sur le mur, comme un champ ouvert à ses couleurs qui deviendront lumière, à ses motifs émergeants par tâches successives.
Le tableau, expliquait Bonnard, est une suite de tâches qui se lient entre elles et finissent par former l'objet, sur lequel l'œil se promène sans aucun accroc. Autant que la couleur, la mémoire du peintre agit et produit l'effet attendu, l'émotion. Il a une palette assez limitée, mais avec laquelle il arrive à vraiment métamorphoser même le pouvoir de ses couleurs, parce que c'est l'association des couleurs entre elles, de leur symbiose en fait, qui fait que cette palette est vraiment enchanteresse. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier. D'ailleurs, Bonnard est très souvent assimilé à un peintre heureux, au peintre du bonheur, puisque ça a été le titre d'un livre à l'époque, alors que lui-même disait « celui qui chante n'est pas toujours heureux », alors qu'on peut entendre par là que justement, c'est pas parce que sa peinture est chantante ou enchanteresse qu'il est heureux. Donc quelque part, il y a quelque chose qui est masqué, qui est de l'ordre du masque. Donc c'est pour vraiment ne pas se soumettre devant la détresse du moment. La détresse du moment. Peindre de mémoire, c'est accepter l'éphémère d'un instant, en admettre la disparition, alors que l'œil s'en réjouit encore. Dilemme pour le peintre, en recherche d'intemporel, qui voit ses sujets lui échapper, pris par le temps. Les lignes du paysage, peu à peu rongées par les constructions, la nature en lutte contre la modernité et la santé mentale de Marthe, qui se dégrade. Derrière l'apparente quiétude de ses sujets, la plénitude des situations qu'il peint, Bonnard insinue une gravité, un trouble paradoxal que seuls ses autoportraits expriment, sans complaisance pour lui-même. Il se peint, le visage tuméfié, le poing levé comme un boxeur enfermé entre les quatre coins d'un ring, pris dans un combat intérieur plus profond qu'il n'y paraît. Être libre, vivre pour l'art et échapper à la vie monotone que lui prédisent ses études de droit. Rien de bien palpitant pour le jeune Bonnard, 20 ans à peine, et passionné de dessin depuis l'enfance. Pierre Bonnard fait le choix irrévocable de la vie d'artiste. Il a fallu un certain courage quand même pour tout d'un coup dire non à ce qui était tout tracé et s'inventer sa vie. Et finalement, il est très jeune, donc il quitte l'environnement familial, il s'installe à Paris. Il ne s'installe pas n'importe où, il s'installe à Montmartre. Et là, il est entraîné par l'ambiance de ce quartier de Paris, fréquente d'autres artistes. Donc on sent que là, ça y est, il s'est décidé et il va devenir peintre. Donc il est très sérieux, il va faire les beaux-arts. Enfin, il fait une année, puis après, il abandonne parce que ce qui l'intéresse, ça va être la flânerie. Donc je crois qu'au début, moi, Bonnard, je le vois comme un marcheur. Je le vois comme quelqu'un qui va se promener. Il se promène le jour, il se promène la nuit. Il est tout excité par ce qu'il voit. Et peut-être qu'au fond, c'est très confus aussi dans sa tête ce qui se passe à ce moment-là. Et il va essayer de mettre de l'ordre. Et d'une manière presque pas crispée, mais très vite, on sent qu'il va vouloir styliser. Donc c'est ça qui ressort. Il s'est imprégné, il s'est gorgé de la vie parisienne. Et il va s'en servir pour s'exprimer et pour s'affirmer aussi d'une manière différente par la peinture. Au début de sa vie, il essaye absolument toutes les techniques et il se décline dans toutes les matières. Il y a beaucoup de choses qui relèvent du monde de l'enfance, qui relèvent de l'affichisme. Il a fait la première affiche moderne, France Champagne, c'est la première affiche moderne, avant même les affiches de Toulouse-Lautrec. C'est vraiment un innovateur de tous les instants, Bonnard. Dans France Champagne, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il utilise une femme pour signifier le champagne, et il lui fait faire un déhanché extraordinaire. C'est un des pires déhanchés
de l'histoire de l'art. La femme est vraiment comme une fashion victime des années 1890. C'est assez drôle, c'est en même temps excessif. Et justement, le premier Bonnard, le Bonnard de 20 ans, est dans l'excès. Vous savez, on est complètement dans une mode quand on est très jeune. On n'a pas encore le recul, on n'a pas encore cette manière qui, lorsqu'on est plus âgé, de dire on peut pas en faire trop. Lui, il en fait trop, il adore ça, il est très bien. Le jeune Bonnard entre dans la vie d'artiste et s'installe, avec ses amis peintres, au 28 de la rue Pigalle, dans un atelier où un petit paysage peint sur bois va bientôt provoquer une révolution artistique. En 1888, Paul Sérusier montre à ses amis de l'atelier de la rue Pigalle une petite œuvre intitulée Le Talisman et qu'il a composée en Bretagne sous la dictée de Paul Gauguin. Un choc pour ce petit groupe d'artistes, dont Bonnard, touché par l'audace du geste pictural. Forme schématisée, effacement des profondeurs, verticalisation des motifs, couleurs en aplats vifs, recherche de l'assemblage et de l'ordre. Le talisman devient une sorte de manifeste. Les 5 peintres de l'atelier fondent, en 1889, le groupe des Nabis. C'est Gauguin qui est le grand maître à penser de tout ce retour à l'ordre. Être Nabi, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, le mot veut dire prophète. Ce sont des jeunes gens qui ont tous autour de 20 ans. Ils ont tous un idéal de peinture intellectuelle, de peinture qui pense. Et dans le sillage de Gauguin, ils acceptent toutes les influences de l'étranger, mais surtout celles qui sont très lointaines, mais ils acceptent assez peu les dictates de l'académisme. C'est surtout ça qu'ils détestent par-dessus tout. Au sein du groupe, Bonnard trouve vite son surnom, le Nabi japonard, tant l'art du Japon le fascine, et en premier lieu les papiers japonais, dont la structure graphique inspire l'un des plus beaux portraits de sa sœur Andrée. C'est dans les grands magasins, raconte Bonnard, que je trouvais pour 1 sou ou 2 des crépons ou des papiers aux couleurs étonnantes. J'avais devant moi quelque chose de bien vivant, d'extrêmement savant. J'avais compris au contact de ces frustres images que la couleur pouvait exprimer toute chose sans besoin de relief ou de modeler. Il m'a paru qu'il était possible de traduire lumière, forme et caractère rien qu'avec la couleur. C'est comme une partition de musique. C'est des signes, il pose des signes. Évidemment, il est contraint par le format de la toile. Donc, il est obligé de composer avec des dimensions. Mais il ne va pas tout remplir, il indique simplement. Donc, il y a les carreaux, mais les carreaux sont traités comme les tissus japonais. C'est très plat. Et même, ce qui est amusant, c'est que malgré les plis, là où les artistes sont appliqués justement à creuser les ombres, à montrer les volumes, Bonnard, il va tout droit, comme les enfants. Ça me fait penser à des dessins d'enfants voulant signifier un motif un petit peu compliqué, on le simplifie. Voilà, donc c'est tout ce travail de transcription, de transposition de ce qu'il a observé qui va faire son style si particulier, et on voit bien d'un tableau à l'autre qu'il reprend cette stylisation. Et cette stylisation aussi lui sert dans la perspective. On va quitter le monde réel et on est juste dans un empilement, dans des pliages, des dépliages, des emboîtements, des espèces d'expansion verticale. Alors ça, on le voit très bien aussi dans les premiers formats qui sont très allongés comme des kakémonos, ou également dans le format qu'il va choisir pour ses paravents, puisqu'au fond, c'est une série de feuilles juxtaposées qui composent une scène, mais qui est discontinue. Notre génération a toujours cherché les rapports de l'art avec la vie, affirmait Bonnard, avec la curiosité de la jeunesse.
J'ai toujours eu, disait-il, l'idée d'une production populaire et d'applications usuelles comme les gravures, les éventails et bien sûr, les paravents. Ces supports offrent au jeune Bonnard un champ nouveau d'expression graphique, mais ils révèlent aussi une hésitation, un entre-deux artistique que ce paravent, les femmes au jardin, en restauration au musée d'Orsay, vient confirmer. Conçu au départ comme un ensemble solidement relié par des charnières et à usage domestique, le projet est reconsidéré. « Le paravent est démoli », écrit-il à sa mère. « J'en ai fait 4 panneaux séparés, comme de véritables tableaux. Ils feront bien mieux contre un mur. » Ils étaient trop beaux pour un paravent. Ce à quoi il ajoute, avec jubilation, « Je ne suis d'aucune école. Je cherche uniquement à faire quelque chose de personnel. » Le jeune Bonnard n'a alors que 24 ans. Bonnard va se chercher pendant toute sa vie. Il va non pas changer radicalement, mais en tout cas, il ne se fige à aucun moment. Même dans cette période où il vise à faire un grand art décoratif, un peu simplifié, sous l'influence des Japonais, on voit bien qu'il qu'il déborde et qu'il y a des éléments toujours un petit peu différents. Et à la même époque, en effet, cohabite un style plus pommelé, avec des petites taches, avec des vibrations un peu différentes, un petit peu plus rond. S'il y a des hésitations chez Bonnard, c'est peut-être entre la ligne droite et puis l'arrondi, la courbe. Et finalement, il va aller du côté de la souplesse. Ce qui est très étrange, c'est que lui-même, quand on voit les photographies, il donne l'impression de raideur. Il était très grand, très maigre, il y a quelque chose d'un peu sec chez lui. Et sa peinture est tout en tendresse, tout en courbe, en ligne, en coup de fouet, en mouvement. Et même quand il est tenté de s'arrêter, de se figer, de dire « tiens, ça c'est bien, je vais peut-être le recommencer », ça dure pas très longtemps. Et il y a plusieurs styles qui cohabitent. Surtout, il y a une recherche permanente des couleurs. Sa peinture, elle parle de la vie. Elle parle des vibrations, elle parle du mouvement, elle parle du temps qui passe, de ce qu'on ne peut pas saisir. Et Bonnard s'est lancé un grand défi, puisque lui, précisément, il va s'intéresser à tout cet insaisissable. Il ne veut pas faire un reportage. C'est pas la caméra fixe des frères Lumière devant une foule. C'est au contraire l'œil mobile. Et qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Cet œil mobile que revendique Bonnard comme la clé de son regard singulier donne aux objets une valeur humaine, disait-il. C'est une vision mobile et variable. Avec les premiers appareils photographiques légers de Kodak, Bonnard s'approche au plus près de ce qu'il cherche dans sa peinture. Capter l'éphémère, fixer l'instant le plus fugace, marquer le souvenir du bonheur dans cette campagne du Dauphiné, au Grand Lent, la maison familiale où vit sa sœur Andrée, avec son mari, le compositeur Claude Terrasse, et leurs enfants. Bonnard et son ami et collègue Vuillard ont révélé très tôt leur goût pour la photographie qu'ils avaient commencé à expérimenter dans les années 1890. Ils découvraient cette nouvelle technologie qu'ils adoraient. Et que faisaient-ils avec ? Ils n'avaient pas besoin de faire de longs voyages ou d'escalader des montagnes. Ils faisaient des instantanés tout le temps. Des enfants, du chien, de la mer, du thé, de la couture, de ce qui étaient les sujets de leur monde. C'était une sorte de célébration de la poésie des petites choses. Ils adoraient la spontanéité et la flexibilité, et la photographie leur permettait de cadrer leurs sujets différemment, d'y réfléchir et de les penser à travers cette nouvelle optique. Marthe. Elle aurait pu être un modèle comme les autres. Une de ces nombreuses femmes qui posent de longues heures dans l'atelier du peintre. Mais elle est différente. Petite vendeuse de fleurs artificielles rencontrée sur les grands boulevards, toute menue, grimpée sur ses talons hauts, elle a su contourner la timidité légendaire du jeune Bonnard.
Quand il lui demande son nom, elle répond avec assurance, masquant sa condition modeste. Marthe de Méligny. Pierre Bonnard est séduit. Il l'invite à le rejoindre dans son atelier, sans savoir alors que sa vie en sera bouleversée. Leur union se scelle dans une toile que Bonnard intitule « L'homme et la femme ». Marthe et Pierre. Elle, repliée sur elle-même, lui, debout, nu, affrontant son propre regard dans un miroir. Mais un paravent les sépare, comme un présage. La petite vendeuse de fleurs artificielles, le peintre de bonne famille à l'avenir prometteur. Deux mondes pour une vie commune. Marthe lui apporte beaucoup pour sa libération, je dirais, personnelle. On voit bien, il est fasciné par cette femme, elle a un très beau corps. On le voit dans les photos pendant 20 ans, elle a un corps absolument parfait. Et dont Bonnard va beaucoup reprendre, utiliser la silhouette, assez peu le visage. Elle avait un visage qui n'était pas aussi beau que son corps. Donc Bonnard, très pudiquement, souvent la voile, la met dans l'ombre, en arrière. Enfin, il ne va pas du tout insister sur son visage. Donc on voit que Marthe, ça va lui apporter cette sensualité et surtout un grain de folie. Moi, je me suis posé la question, c'est est-ce que Bonnard avait besoin de cette folie? Et j'ai pas de réponse. Par le regard de Bonnard, Marthe entre dans l'histoire de la peinture, mais aussi par une porte inattendue et sulfureuse dans l'histoire de la littérature. Bonnard admire Paul Verlaine et son univers symboliste. Il se laisse volontiers porter par son érotisme latent, au point d'accepter d'illustrer un recueil de poèmes que Verlaine intitule, pour ne pas éveiller la censure, « Parallèlement ». Verlaine y évoque les amours saphiques, les prostituées, les bordels, les prisons et leurs plaisirs interdits. Bonnard réalise une dizaine de gravures, des sanguines, toutes inspirées de Marthe, de son corps, de sa puissance érotique, sublimée par la poésie. Tout est compatible chez Bonnard. Il y a la sensualité de Verlaine, il y a aussi des scènes assez osées qui ne pourraient pas peut-être se permettre sans transposition littéraire. Enfin, on imagine un petit peu guindé Bonnard au départ. Et puis, il y a cette envie de grosse farce avec Jarry. Donc Jarry, c'est une rencontre extrêmement importante. Et je pense que Bonnard a gardé l'esprit pataphysicien toute sa vie. Et c'est un esprit du dérisoire, mais il est très fin en même temps, donc ça va pas être la grosse blague, ou ça va pas être... voilà, ça c'était l'époque du Bureau, et c'était une représentation extraordinaire. Et puis il y a eu des prolongations aussi du Bureau, puisqu'il y a eu le Théâtre des Pantins, et on voit Bonnard en train de sculpter les petites marionnettes, donc il est très très impliqué dans tout ça. Il a su garder cet esprit... oui, du dérisoire et de l'humour tout le temps. C'est un observateur, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas blesser, donc il va être toujours très subtil dans son humour. Et nous n'avions jamais manqué de rien. Quand le dimanche s'annonçait sans nuage, nous exhibions nos beaux accoutrements. Et nous allions voir le décervelage rue de l'Échaudée. Bonnard marche très bien dans ce jeu, mais son art, malgré tout, n'expose pas ce dérèglement total. Il n'y a pas de peinture de Bonnard de cette période. Il montre, par exemple, un chavirement complet de l'ordre mental. Il y a toujours, chez Bonnard, ce sens exquis de l'équilibre. Et en même temps, il y a un sens de la forme qui reste, depuis l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 80 ans, absolument souverain. « 1900, au siècle qui commence, une période qui s'achève. Les pionniers du modernisme ne semblent plus y croire. Gauguin, grand inspirateur des nabis, tente de se suicider. Toulouse-Lautrec n'a plus l'appétit de vivre. Les nabis eux-mêmes se remettent en question. Un tableau de Maurice Denis en témoigne. Les nabis ont vieilli. Chacun fait désormais face à son propre destin.
Alors que Duchamp proclame son dégoût de l'art rétinien, que Giacometti annonce la fin de la peinture, Bonnard remonte à contre-courant. Il va rester en marge de toutes les avant-gardes, continuer très, très solitairement, en tout cas d'une manière très singulière, son travail. Puisqu'au fond, il est contemporain de Picasso, du cubisme, du fauvisme. C'est un peu comme Vallotton. C'est une génération qui est entre deux. Ils sont du 19e, mais plus tout à fait, et le 20e les déroute. Donc ils ont des références qui sont encore assez 19e. Et en même temps, ils bénéficient aussi de toute cette libération de la couleur et de tout ce qui se passe à cette époque. Bonnard fait ce choix de la peinture, de cette passion périmée, dit-il sans ironie, mais qui lui permettra d'échapper au temps et à l'époque et d'y consacrer toute une vie pleine et entière, en une passion cette fois exclusive. Son regard se tourne vers le naturalisme, vers cette émotion qui transcende un paysage et rend essentielle l'atmosphère d'un lieu, plus que les objets ou les personnages qui la composent. C'est sur les bords de la Seine, sous le ciel changeant de Normandie, que Pierre Bonnard va trouver cette inspiration nouvelle. Dans les lieux mêmes où les impressionnistes avant lui avaient posé leur chevalet, Bonnard y trouve un point d'ancrage bien singulier, une petite maison au nom prédestiné de Ma Roulotte, blottie dans un des méandres de la Seine, à Vernonnet, proche de Vernon et de Giverny, où son ami Claude Monet s'est établi. Tout est là pour nourrir sa vision et son art. Le jardin qui descend vers le fleuve, l'allée bordée d'arbres pour les promenades en solitaire, la barque pour l'invitation au voyage, et Marthe, qui l'accompagne avec un bonheur visible. Peut-être Bonnard s'était-il laissé emporter avec les nabis par un tourbillon de couleurs et de considérations décoratives. Il se remet en question, interroge sa manière de peindre. Il a l'impression d'avoir sacrifié la forme et la composition au seul plaisir de la couleur. C'est donc par le dessin qu'il va reconquérir sa vision intime du monde. Il renverse alors les termes de la tradition académique qui lie le dessin à la pensée et la couleur à l'émotion. Et il déclare comme une profession de foi, le dessin, c'est la sensation. La couleur qui vient dans un second temps, c'est le raisonnement. En ces mots, Pierre Bonnard pose le socle de son art. Il laisse donc aux impressionnistes cette idée de la perception immédiate et il garde pour lui celle d'une sensation visuelle transcrite par le dessin et qui fait moins appel à ce que l'on a sous les yeux, mais plus à ce que l'on a dans la tête, acceptant ainsi que la mémoire, les souvenirs, les expériences de la vie ajoutent une humanité au regard. Marthe en est la preuve. Elle n'est plus cette indolente qui l'a peinte peu après leur rencontre charnelle, sexuelle, offerte et vaincue sur un drap blanc. Son obsession de propreté empire, elle vieillit, se referme peu à peu sur elle-même, devient de plus en plus exclusive. Mais quand Bonnard la peint, sa sensation visuelle se dégage de l'instant. Elle se nourrit de la mémoire. Jusqu'à sa mort, Bonnard représentera le corps de Marthe en éternelle jeune femme, sans aucune marque du temps, mais fidèle au souvenir de leur première rencontre. Il la regarde avec la distance qu'il faut pour apprécier un paysage dans son entier. Il change les axes de son regard, tente des vues en plongée, démultiplie la silhouette de Marthe par le jeu des miroirs. À mesure des croquis, il structure ses compositions en ligne droite. Le cadre des portes contraint le corps nu et le confine à l'espace domestique. Tout à l'opposé, le cadre des fenêtres ouvertes, ce motif récurrent de Bonnard libère un élan vers la nature, vers ce qu'il appelait son heure bleue, quand la lumière traverse les arbres et projette des ombres d'un bleu profond.
Paris. Bonnard ne peut s'en éloigner trop longtemps. Dès qu'il ressent le manque de la capitale et de son effervescence, il laisse un temps la nature normande pour rejoindre son atelier au cœur de Montmartre. De là, il va flâner, comme à son habitude, partant à la rencontre de ce qu'il appelle l'héroïsme de la vie moderne. Ces petites humanités parisiennes qui l'inspirent tant. Bonnard en peintre de Paris, du côté des anonymes. Un peu de bohème, une touche d'exotisme parisien qui commence à attirer la curiosité de riches collectionneurs russes. On ne peut pas dire que le nom de Bonnard, spécialement, il était très connu en Russie. Mais il y avait ces collectionneurs, les collectionneurs de Moscou, qui ont commencé à acheter les tableaux modernes français. Sergei Shchukin et Ivan Morozov. Ivan Morozov, il était très intéressant. À partir de l'âge, si je ne me trompe pas, de 7 ans ou de 8 ans, il prenait les leçons de la peinture chez un des meilleurs artistes paysagistes russes, chez Konstantin Korovin. C'est lui qui a donné l'image de Paris poétique. C'était quelque chose comme le rêve de Paris. Je pense que ça jouait son rôle dans le destin d'Ivan Morozov. Pour Pierre Bonnard, Paris, ce n'était pas la fête. C'était les petits coins qu'on ne voit pas d'habitude, mais qui sont très chers aux Parisiens. Paris quotidien, Paris qui travaille, avec des gens, avec les rues, où se passe toujours quelque chose. Il représentait très bien ces gens qui habitent Paris. Ivan Morozov, il était, on peut dire, moins audacieux que Sergei Shchukin. Donc, il choisissait les artistes qui n'étaient pas très, je dirais, à gauche dans le domaine des beaux-arts. Il choisissait ceux qui étaient plus proches peut-être à l'art classique. Pierre Bonnard était proche à l'impressionnisme, donc je pense que c'est pourquoi Ivan Morozov il a choisi Bonnard. Il y a les riches collectionneurs russes, et puis il y a Missia, qui elle aussi a choisi Bonnard. Missia, reine de Paris, égérie de nombreux artistes parmi les plus célèbres. Le regard de Bonnard, ses compositions sensibles la touchent. Il se lie d'amitié. Elle lui commande 4 panneaux décoratifs pour son grand appartement du quai Voltaire donnant sur la Seine. On a la chance d'avoir 2 des 4 panneaux pour Missia, parmi les choses les plus extraordinaires, qui sont ce que Bonnard a fait de plus beau, je pense, de toute sa vie. Je crois pouvoir penser que 2 de ces panneaux sont des panneaux dont le sujet prend sa source dans la musique de Ravel. Ravel avait composé dans sa jeunesse une œuvre qui s'appelle Sherazade. Il y a un moment où la chanteuse parle des mandarins ventrus sous les ombrelles. Elle décrit la Chine, une Chine de légende et de pacotille dans le panneau de Bonnard. On a les mandarins ventrus sous les ombrelles et on a le pays merveilleux des contes de nourrice. Bonnard joue une fois de plus avec génie de cette fusion, alliant son art singulier, sa portée décorative à la finesse de ses citations. Une alchimie artistique, portée par le talent et les amitiés de haut vol. Les marchands d'art parisiens, à leur tour, ne s'y trompent pas. Bonnard est sur le chemin du succès, tracé par 2 frères qu'il observe depuis quelques années déjà. En 1904, Bonnard va rencontrer les frères Bernheim, qui vont jouer un rôle très important. Et on voit bien que cette rencontre va faire basculer son travail du côté d'un travail aussi qui va être très professionnalisé, puisqu'il va y avoir des expositions, des ventes, des amateurs, une communauté de collectionneurs déjà qui va se mobiliser pour lui. En France, à l'étranger, il a également ses amis Anne Loser en Suisse. Toutes ces rencontres vont soutenir son travail
et vont aussi l'encourager, non pas à peindre ce qui plaît à ses collectionneurs, mais au contraire à être lui-même. Bonnard a une passion qu'il associe volontiers à son art, la voiture. Il prend plaisir à la vitesse, à la découverte de nouveaux paysages. Mais ses voyages à travers la France, des côtes atlantiques aux Alpes, sont aussi motivés par la santé de Marthe. Toujours obsédée de propreté, elle multiplie les cures dans des établissements de bain. Bonnard, de son côté, déroule et punaise ses toiles en cours sur les murs des chambres de grands hôtels ou de luxueuses villas meublées. Il côtoie la haute société, mais ces morceaux de toile ne le quittent pas. D'une ville à l'autre, il les attache sur le toit de la voiture. Le vent, la vitesse, font que quelques-unes s'envolent et se perdront à jamais dans la nature. C'est un voyage aux sources de la lumière qu'entreprend Bonnard en 1909, direction le sud de la France, la Côte d'Azur, la Méditerranée. Le choc visuel, la sensation épidermique même du soleil sur le corps bouleverse Bonnard. Un coup des 1001 nuits, écrit-il à sa mère dans une lettre pleine d'enthousiasme pour cette magistrale entrée de radiation dans ses toiles, ajoutant à la liste de ses émerveillements enfantins l'éclat des fruits, le jaune acide des citrons, l'ondulation aérienne des palmes. L'année suivante, en 1910, son fidèle collectionneur russe Ivan Morozov lui commande un triptyque décoratif pour sa maison de Moscou. Les paysages du Sud s'imposent alors comme sujet et donnent le titre à une œuvre d'exception, la Méditerranée. Je dois dire qu'il était impossible de ne pas aimer ce triptyque. Je pense que ce triptyque de Bonnard, il a imbibé tout ce qu'il a senti au bord de la Méditerranée. Premièrement, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de l'air, il y a la composition très savante qui est très bien construite. Et il a très bien calculé l'espace que Ivan Morozov lui a donné entre ces deux colonnes. Et en même temps, le tableau reste très vivant. C'est l'impression de la nature, de la Méditerranée, qui est très bien donnée dans le tableau. Et en même temps, c'est la peinture tout à fait décorative, beaucoup plus sommaire, qui fait vraiment le décor du mur pour lequel elle est destinée. Et je pense que personne parmi les artistes, disons de la première moitié du XXe siècle, peut-être de tout ce siècle, n'a jamais fait une chose pareille. Ce que cherche maintenant Bonnard, c'est la fusion, l'union picturale du Nord et du Sud, la conjonction des sensations et des couleurs, ce chemin toujours poursuivi qui va de ce qu'il voit vers ce dont il rêve, une Arcadie, une symphonie pastorale. C'est un tableau où Bonnard additionne toutes ses expériences, qui est très paisible, qui est composé d'une manière un peu comme un berceau où on va s'allonger doucement sur l'herbe et puis rêver. Et même si on est allongé sur un gazon normand, on peut très bien regarder vers le ciel de la Méditerranée, c'est pas gênant. Cette symphonie pastorale fait partie d'un ensemble de 4 panneaux commandés à Bonnard par ses marchands, les frères Bernheim, durant la Première Guerre mondiale. Un soutien aux peintres en période difficile. La cote de Bonnard connaît un déclin passager, les commandes privées se font rares. Mais qu'en pense-t-il, lui qui se tient avec le détachement supposé d'un artiste loin des bouleversements meurtriers du monde ?
La guerre finit à peine en 1918 et voilà qu'une femme croise son regard. Elle s'appelle Renée Montchatti et sans question, elle devient son modèle, inspirant à Bonnard une vingtaine de portraits, chacun soulignant sa nature sensible et rêveuse. C'est une profonde histoire d'amour qui les lie peu à peu. Bonnard se laisse emporter par la fraîcheur simple de Renée. Ils partent en amoureux à Rome. Marthe en a connaissance. La jalousie s'ajoute à sa volonté de faire le vide autour de son peintre. Bonnard renonce et fait finalement le choix d'épouser Marthe en août 1925. Un mois plus tard, Renée Montchatti se donne la mort. À la profonde tristesse de Bonnard, dont il ne laisse rien paraître, s'ajoute un aveu. Marthe de Méligny, a menti. Elle s'appelle en vérité Marie Boursin. Elle vient du Berry, une campagne du centre de la France. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il a été très amoureux de sa femme, mais qu'elle devient folle progressivement et qu'elle lui gâche la vie. Cette femme magnifique qui apparaît comme sublime dans l'indolente, dans ses photographies, à l'époque où les jeunes est encore une très belle femme, et qui va devenir progressivement un empêcheur de tourner en rond tragique. Même dans son journal, Vallotton et Vuillard aussi dans son propre journal, disent tous aux abris, il y a la femme de Bonnard qui arrive. Mais justement, Bonnard, lui, a vécu dans sa chair, mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas dans sa peinture. Parce que sa peinture reste profondément aérienne, elle reste très, très positive. Je crois que c'est dû à l'humanisme très fort de Bonnard. L'œuvre de Bonnard et sa notoriété atteignent les États-Unis. Il est invité à siéger au jury du prix Carnegie à Pittsburgh, puis à Philadelphie, Chicago, New York et enfin à Washington, où Duncan Phillips, riche héritier, vient d'ouvrir en 1921 le tout premier musée d'art moderne du pays. Phillips considérait Bonnard comme l'un des grands maîtres ou ambassadeurs de la tradition française de la peinture qu'il adorait et qu'il respectait beaucoup. Il comparait aussi Bonnard avec les Vénitiens. Il avait vu la relation avec Matisse. Il a décrit Bonnard comme un pont possible entre l'impressionnisme et l'expressionnisme. Au-delà d'une image rêvée des paysages de France, Duncan Phillips trouve dans les toiles de Bonnard un certain réconfort. Il vient de perdre son père et son frère. La quiétude colorée de Bonnard le console. Duncan Phillips devient l'un de ses fervents collectionneurs aux États-Unis. Bonnard deviendra, lui, quelques années plus tard, l'un des inspirateurs des peintres modernes nord-américains. Les artistes du mouvement Colorfield de Washington, comme Morris Louis, venaient très fréquemment à la Phillips Collection. Et ce sens de la saturation, de la luminosité, de la poésie, de cette intensité colorimétrique ont très certainement eu une influence sur eux. C'est un artiste américain, Theodore Stamos, un contemporain très proche de Mark Rothko, qui a fait remarquer à Duncan Phillips le lien qu'il y avait entre Bonnard et Rothko. Cette utilisation du champ lumineux, de cette lumière et de cette saturation intense. Parfois, l'influence peut être très subtile et souterraine, mais là, je crois qu'elle est réelle. Marthe n'est plus. Elle s'est éteinte le 26 janvier 1942. Bonnard le note sur son agenda, comme il le ferait d'un ciel qui passe à l'orage. Mais sur la page, il ne trace qu'une simple croix, sans mots ni couleur. Il ferme à clé la chambre de Marthe et n'y entrera plus jamais. Désormais seul dans sa maison du Canet, devant le miroir de la salle de bain où il a tant peint Marthe, lui, le peintre de mémoire, que lui reste-t-il derrière le noir profond de ses yeux ? Le souvenir de Marthe et cette question.
Marthe fut-elle sa geôlière, l'enfermant avec elle dans cette folie qu'il goûta à 20 ans, ou fut-elle la plus fidèle des muses, la possessive protectrice de son art, cette part vivante de son œuvre, intrinsèquement, charnellement liée à sa vie? Il y a une partie de lui qui disparaît avec Marthe. Et on voit bien que la dernière période de sa vie est malgré tout assombrie par cette disparition. En même temps, voilà, Bonnard va de plus en plus vers l'essentiel, c'est-à-dire vers sa peinture et vers ses recherches, et qui vont, vers la fin de sa vie, non pas faiblir ni perdre en vigueur, mais bien au contraire, aller d'une manière définitive vers la couleur et la couleur pure. Allemandie en fleurs, c'est le dernier tableau de Bonnard. Ce qui frappe d'abord, c'est le bleu. C'est ce bleu qui est derrière la floraison de l'arbre et qui revient en surface en réalité. Donc déjà, on est dans un motif où le fond transparaît, enfin le fond réapparaît. On est dans une forme d'apparition, désapparition. On est dans le cosmos, on est peut-être dans une voie lactée aussi avec ses fleurs blanches. C'est des émotions très fortes. Avec la restauratrice, on a eu les larmes aux yeux en contemplant ce tableau qu'on avait décadré, on a retiré le verre, et alors là, on a une proximité, on était au-delà des mots, on a ressenti quelque chose de très fort, et bien sûr en sachant qu'il s'agissait du dernier tableau de Bonnard, qui est mort au mois de janvier, donc au moment de la floraison de cet arbre, et c'est ce message qu'il nous laisse, c'est cette floraison. On a l'impression de voir son âme partir comme ça dans les fleurs. Et ça, c'est magnifique, parce que, bien évidemment, on se projette dans cette dernière vision. On souhaite tous avoir cette dernière vision au moment de mourir. L'Amandie en fleurs, le dernier tableau et l'ultime touche de peinture. Bonnard est à bout de force. À son jeune neveu Charles Terrasse, assis près de lui dans l'atelier, Bonnard demande de recouvrir l'aplat de verre au pied de l'arbre par du jaune. Il faut du jaune, insiste-t-il, de la lumière. Son neveu prend le pinceau du maître, applique la couleur en une touche épaisse. Le jaune irradie la toile, comme un dernier éclat de vie.